Bonjour à tous. Il est 11h30. On va commencer, enfin, on va attendre 1 ou 2 minutes que les gens se connectent et puis on commencera le webinaire. Voilà, il est 11h32, donc je vous propose de commencer. Donc, ravi de vous retrouver pour ce 5e webinaire sur la consolidation. Pour rappel, on avait eu le premier qui traitait des principes généraux de la consolidation. Le deuxième parlait des écritures et des retraitements pour la consolidation. Le troisième des variations de périmètre. Le quatrième des impôts différés et de la preuve d'impôt. Et nous voici au cinquième et avant-dernier webinaire sur les variations de capitaux propres et le tableau de flux de trésorerie. Alors, hop. Pour rappel, donc, ce webinaire est enregistré. Voilà, pour que vous puissiez retrouver la vidéo en replay sur notre chaîne YouTube. Le support et la vidéo vous seront envoyés à la suite de ce webinaire. Et si vous avez, on a prévu aussi, comme d'habitude, une séance de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à les poser, alors soit à la fin, soit tout au long du webinaire dans le chat. Et puis Fadia et moi, on essaiera d'y répondre le plus possible en direct. Mais si jamais ça demande un peu plus de réflexion ou si c'est un peu trop spécifique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous allez avoir nos coordonnées dans le mail dans le slide qui suit. Voilà, donc tout d'abord, nous allons nous présenter. Fadia, je te laisse la parole. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fadia Reguet, diplômée d'expertise comptable depuis 2007 et je pratique les comptes consolidés depuis 20 ans maintenant pour les PME et les grands comptes. Je suis également coach professionnel certifié et ça fait 14 ans que je travaille avec Sup Expertise pour coacher les candidats à la rédaction du mémoire. Donc, coaching mémoire proposé par Sup Expertise. Voilà, merci Claire, à toi. Donc moi, Claire Quillet, je suis associée expert comptable au sein du cabinet PKF Arcilon depuis un peu plus de 12 ans, de 2 ans, mais chez PKF Arcilon depuis très longtemps. Je suis responsable de l'équipe consolidation et reporting de PKF Arcilon. Donc c'est une équipe nationale qui traite des consolidations où qu'elles soient en France. Et personnellement, moi, je suis basée à Rennes où je suis aussi professeur de consolidation pour des M1 CCA à l'IGR IAE de Rennes. Voilà. On va commencer par vous représenter PKF Arcilon, donc qui accompagne les organisations, les dirigeants et les entrepreneurs dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, leur développement et leur transformation. Donc en fait, on vous fait tout ce qui touche de près ou de loin aux chiffres, on est capable de vous apporter des solutions, des conseils, de répondre à vos besoins. Donc, ça va des métiers classiques de l'expertise comptable, l'audit, la paye, le RH, le SIRH, le fiscal, le juridique, les transactions, du conseil au sens large, des évaluations et donc de la consolidation. PKF Arcilon, c'est 930 personnes à peu près en France, avec 70 associés, 30 bureaux en France. Donc, vous voyez, on n'est pas que à Paris, on a aussi un bon maillage régional et ça fait un peu notre force. Et à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 93 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà dans les grandes lignes. Et on commence. Donc, Fadia, je te laisse la parole pour les tableaux de variation de capitaux propres. Ok, merci Claire. Donc oui, donc le challenge aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter deux points qui sont assez lourds et complexes dans les comptes consolidés en quelques minutes chacun. Donc voilà, on commence par la présentation du tableau de variation des capitaux propres, qui est en fait un état, le premier état de bouclage pour les comptes consolidés, qui permet en fait de voir que les comptes consolidés sont bien aboutis et quasi définitifs. Donc, ce n'est pas le seul état sur lequel on se base pour finaliser la conso, mais en tout cas, c'est le premier et c'est le plus important, enfin, un des plus importants.
Donc, le tableau que vous voyez là, en fait, c'est le tableau donc, de variation des capitaux propres au niveau contributif. D'accord? Donc, c'est ce tableau-là sur lequel on travaille pour pouvoir justement justifier tous les retraitements, tous les éléments, les flux, donc en ligne et surtout en colonne. Donc, on voit en fait les flux et les mouvements des comptes consolidés sur chacune des colonnes. Donc, ce tableau-là permet de voir qu'effectivement, il est validé pour chacune des entités faisant partie du périmètre consolidé. Donc, nous avons l'ouverture, donc le N-1, l'ensemble des variations, et on arrive à N, donc à la clôture, et on s'assure que chacun des éléments est cohérent par rapport à tous les retraitements qu'on a réalisés. Retraitement, élimination, voilà. Donc, ce tableau de variation des capitaux propres qu'on vous présente donc, est issu de logiciels. Tous les logiciels de conso, bien sûr, ont un tableau contributif de VARCAP. Je dirais VARCAP de variation des capitaux propres simplifié. Donc, ça permet en fait de voir que tous les éléments sont bien retraités, qu'on n'a rien oublié, notamment sur les variations de périmètre ou les écarts de conversion, que l'impact résultat est bien répertorié ici dans la colonne résultat N, et qu'effectivement, tous les retraitements sont bien retraités, ont leur impact cohérent au niveau du résultat ou des réserves, que la liste des retraitements a bien été prise en compte dans les bons éléments, dans les bons journaux de retraitement, si on passe des écritures manuelles, vérifier que les écritures automatiques sont aussi bien répertoriées. Donc, on part des capitaux propres sociaux, on intègre en fait dans les liasses. Ensuite, on a la ligne retraitement, donc c'est l'ensemble des écritures qu'on a passées, soit manuellement, soit automatiquement. Ça concerne notamment le retraitement du crédit bail, ça concerne également les indemnités de fin de carrière quand on les passe. Donc là, sur cette ligne, on voit la ligne retraitement, mais en fait, on peut avoir le détail de la valeur brute et des impôts différés correspondantes. Donc, n'oubliez pas, c'est quand même important, quand vous passez vos écritures dans les journaux, des écritures manuelles, ça dépend après des logiciels évidemment, mais de bien cocher fiscalité différée, activer la fiscalité différée. Comme ça génère l'écriture de fiscalité différée qui n'est pas automatique dans tous les journaux d'écriture. Donc ça, c'est important, ce point-là. Donc, une fois qu'on a passé les retraitements, on a la ligne capitaux propres retraités. Donc, c'était avant les éliminations internes. Les éliminations internes, ça va nous permettre de voir dans toutes les opérations intra-groupe. Alors, c'est des opérations pas forcément réciproques, c'est-à-dire qu'on aura les retraitements, la neutralisation des plus-values de cession d'IMO interne ou l'élimination de la marge sur stock aussi est un deuxième exemple intéressant donc, qu'on retrouve à ce niveau-là. Et on obtient les capitaux propres retraités après élimination, c'est-à-dire les capitaux propres conso avant répartition, intérêt, groupe hors groupe, en fait, avec les intérêts minoritaires. Et ensuite, les intérêts minoritaires sont calculés à partir des éléments qui ont été renseignés au niveau du périmètre, donc des pourcentages qui ont été renseignés au niveau du périmètre. Et je tiens à préciser, là on le voit bien, mais je tiens à préciser que dans le process conso, quand on arrive au tableau de variation des capitaux propres contributifs au final, en tout cas, tous les petits problèmes qu'on aura eu de paramétrage ou qu'on aura oublié de saisir les bons taux, etc., au début du process de conso, c'est-à-dire quand on crée des périmètres, on crée des entités, etc., on les retrouve ici, les soucis. D'où l'importance de vraiment bien faire le travail en amont, prendre le temps nécessaire, parce que c'est du temps gagné à la fin. Donc voilà, le partage, donc groupe par groupe, pour en revenir à ce tableau-là, intérêt minoritaire, on le retrouve là. On retrouve également l'élimination des titres, les écarts d'acquisition, qui viennent justement permettre d'avoir les capitaux propres consolidés par du groupe.
l'élimination des titres et des écarts d'acquisition viennent justement enlever les capitaux propres, neutraliser les capitaux propres sociaux des filiales. On ne retrouve dans nos capitaux propres consolidés que les capitaux propres sociaux de la mère, comme on l'avait vu dans un des webinaires précédents. Donc là, on s'assure qu'effectivement, tout est bien passé. Tout est correctement pris en compte, les taux sont d'accord, sont cohérents et bien renseignés. Encore un point qui est très important, tous les éléments qu'on voit dans ce tableau, dans les mouvements, on doit être en mesure de pouvoir les expliquer. D'où l'importance d'avoir les tableaux de suivi de chacun des éléments, que ce soit le suivi du retraitement du crédit bail pour tous les retraitements, hein, suivi du retraitement de crédit bail, suivi des impôts différés et des IDEA concernant les reports déficitaires qui sont créés, les reports déficitaires qui sont repris, l'intégration fiscale, enfin voilà, donc tous ces tableaux de suivi qui vont nous permettre de justifier l'ensemble des retraitements et des éliminations internes. Une fois qu'on a ces capitaux propres consolidés, bien vérifier aussi, donc là je vous ai présenté ligne par ligne, mais si on voit les colonnes, donc on va avoir les variations de capital, ça concerne la société mère uniquement, les dividendes, donc les distributions de dividendes, ceux qui apparaissent là, ce sont ceux qui ne sont pas neutralisés, donc ce sont tous les dividendes hors groupe, donc ils doivent être également justifiés, ça on les retrouve dans les liasses fiscales qu'on a importées dans le module liasse du logiciel. Résultat N, donc pareil, hein, le résultat N, c'est le résultat social, donc des liasses sociales, avec l'ensemble des retraitements et des écritures de retraitement et d'élimination, on arrive effectivement à un résultat dans les capitaux, la contribution du résultat aux capitaux propres consolidés. Ensuite, la colonne conversion. Les écarts de conversion, en fait, à ne pas confondre avec les écarts de change, hein, c'est très important. Donc, les écarts de change, c'est lié donc, aux opérations liées à l'activité, ça peut être aussi des opérations financières. Ça, c'est un point à part. Les écarts de conversion, c'est quand on convertit les entités en monnaie étrangère à la monnaie de la société mère. Donc, je ne rentre pas dans le détail du calcul de ces écarts de conversion, mais en tout cas, voilà, la colonne est bien là. On le voit, c'est un flux bien à part et qu'il faut justifier aussi dans la VARCA. Il faut être capable de comprendre et de justifier. La colonne autre, le flux autre, alors c'est bien entendu, ça peut être un ensemble d'autres flux, mais parfois, alors c'est très important de pouvoir justifier aussi l'ensemble des éléments de la colonne autre et faire très attention parce que s'il y a un problème au niveau de la déclaration dans le périmètre de l'entité, si on a mal renseigné une augmentation de capital ou une cession de filiale, eh bien, on a en fait des contrôles non expliqués qui arrivent dans cette colonne autre. Et donc là, c'est des problèmes de paramétrage. Et effectivement, il suffit de corriger, mais il faut bien connaître, avoir en tête en tout cas ces éléments-là, d'où l'importance, encore une fois, de bien renseigner le périmètre en amont. Donc, tous les modules en amont lors de la création de l'exercice, la console, le périmètre, etc. Les variations de périmètre. Donc, les variations de périmètre qui peuvent être en fait assez complexes. Et au niveau de la VARCAP, l'impact est neutre. On doit être à 0, quelle que soit la nature de la variation de périmètre. Donc, on peut avoir une augmentation de capital, une diminution de taux d'intérêt, pardon, augmentation de taux d'intérêt, diminution de taux d'intérêt. On a aussi les sorties de société, les fusions, les entrées de société. Donc, tout ça, on le vérifie et dans les états, on va avoir en fait un flux spécifique pour chaque type de variation de périmètre. Comme ça, on est sûr en fait que ce flux-là, ce type d'opération est validé et il est neutre, l'impact est neutre au niveau de la VARCA. Voilà, donc tout ça nous permet d'arriver à notre flux de clôture, donc les capitaux propres consolidés M. Donc, concernant ce tableau, c'est le tableau de variation des capitaux propres contributifs par entité.
Et nous avons donc le tableau que nous présentons, qui est celui-là, merci, qui est celui-là, donc que nous présentons au niveau de l'annexe consolidée, et donc qui est un tableau qui permet de cadrer les capitaux propres de clôture aux capitaux propres d'ouverture. Donc c'est bien sûr les mêmes éléments que le tableau précédent, mais celui-là, ce n'est pas un tableau contributif, donc c'est un tableau qui permet justement de voir en fait la part de l'ouverture et la clôture avec l'ensemble des éléments. Donc, nous avons rajouté un petit commentaire que l'ANC 2020-01 n'oblige pas en fait tel ou tel type de présentation de tableau, n'impose pas en fait un tableau de variation des capitaux propres en particulier, mais il faut savoir que ce tableau de capitaux propres est obligatoire dans l'annexe des comptes consolidés. Et il faut le cadrer, bien entendu, avec le bilan consolidé, c'est-à-dire que tous les éléments ouverture-clôture cadrent avec ce que nous avons dans le bilan consolidé. Donc, voilà en quelques minutes présentation du tableau des variations de capitaux propres. Je laisse la parole à Claire pour le TFT, tableau de flux de trésorerie. Ah oui, pardon. Et effectivement, voilà, donc c'était parce que je vois que le temps passe, Claire, et donc effectivement, c'est. Et comme ce sont sur ce slide-là, ce sont des éléments sur lesquels je me suis attardée un peu plus haut en vous présentant les colonnes. On va avoir en fait les impacts des réévaluations, les distributions hors groupe, donc c'est ce qu'on a vu, les variations des taux de conversion ou les changements de méthode comptable. Voilà, tous ces éléments qui constituent à chacun un flux ou une colonne dans le tableau que je vous ai présenté, le tableau contributif. Merci Claire, je te laisse la parole pour le TFT. Merci Fadia. Donc un autre élément, un autre tableau qui est absolument obligatoire à présenter dans toutes les annexes consolidées, qui à mon sens aurait son intérêt aussi dans les comptes statutaires, mais qui n'est pas requis par la norme dans les comptes statutaires. Donc c'est le tableau de flux de trésorerie. Il est obligatoire donc dans les états financiers consolidés et son objectif, son intérêt, c'est de présenter les entrées et les sorties de trésorerie qui sont classées dans 3 catégories. Exploitation, donc les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, investissement, donc flux de trésorerie liés aux investissements, et financement, donc flux de trésorerie liés aux activités de financement. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit trésorerie? Souvent, et on voit de temps en temps des erreurs, le tableau de flux de trésorerie, en fait, il présente toutes les activités, donc exploitation, investissement, financement, qui ont généré ou qui ont consommé de la trésorerie. Et donc, à la fin, on passe d'une trésorerie d'ouverture à une trésorerie de clôture, mais on parle de trésorerie en net. Donc, on prend la trésorerie active et la trésorerie passive. Et qu'est-ce qu'on prend dans la trésorerie? Donc, on prend aussi les disponibilités, évidemment, mais aussi placements à court terme qui sont très liquides, facilement convertibles et dont la valeur est fixe. Donc, si on a des VMP qui correspondent à ces critères-là, il faut l'inclure dans la trésorerie active pardon, et passive. Et encore une fois, on passe de la trésorerie ouverture à clôture en net. Voilà. Est-ce que la méthode de consolidation des entités a un impact sur la construction du tableau de flux de trésorerie? Évidemment, oui, parce que les entités qui sont intégrées en intégration globale, dont la méthode de consolidation est l'intégration globale, vous rappelez-vous, on les prend à 100% à la fois en bilan, en compte de résultat et aussi en engagement et hors bilan, évidemment. Mais la trésorerie étant un élément, un poste du bilan, on prend 100% de cette trésorerie au bilan pour les sociétés qui sont en intégration globale. Pour les sociétés qui sont en intégration proportionnelle, comme pour tous les autres postes du bilan, du compte du résultat et des engagements hors bilan, on prend la trésorerie à hauteur de la quote-part d'intégration de l'entité concernée. Et les entités qui sont mises en équivalence, et bien là, comme on ne remonte rien du bilan du compte de résultat, et ben on ne remonte pas non plus la trésorerie. Donc les sociétés qui sont mises en équivalence ne contribuent pas à la construction du tableau de flux de trésorerie. Donc la trésorerie à laquelle on arrive, elle doit donc être rapprochée du bilan. C'est pour ça que même si c'est pas requis vraiment dans les textes, nous, on rajoute souvent un tableau qui fait le lien entre la trésorerie active qui est visible au bilan et la trésorerie qui est présentée en ouverture et en clôture d'exercice.
et donc qui fait apparaître la trésorerie passive. Comme ça, on fait bien le lien et à la fois avec le bilan et à la fois avec le tableau d'annexe des dettes, où apparaît la trésorerie négative. Il y a donc 2 présentations, du tableau de flux de trésorerie, à partir du résultat net des sociétés intégrées ou à partir du résultat d'exploitation, consolidé. Voilà. Alors, comme je le disais, donc le tableau de flux de trésorerie en 3 catégories: activité, financement, investissement, doivent, recenser et récupérer tous les flux. Mais forcément, comme on parle de flux de trésorerie, que les flux qui ont un impact sur la trésorerie, active ou passive. Donc pour cela, dans les flux d'exploitation, on enlève tous les flux qui n'ont pas généré d'entrée ou de sortie de trésorerie. Donc on enlève ce qui est calculé, les DAP, on enlève les variations des impôts différés, qui est vraiment purement du calcul et qui ne génèrent pas de sortie de trésorerie ou d'entrée de trésorerie, les plus ou moins values de cession nette d'impôts, les variations du BFR net de DAP, là on parle de net et je le redirai tout à l'heure, et tout ce qui est flux de reclassement. Par exemple, bon là c'est pas dans l'exploitation, mais j'ai pris l'exemple quand même d'augmentation de capital qui est assez parlant, qui peut être fait par compensation de compte courant. Et là, c'est vraiment un reclassement de compte courant à capital. Donc, ce n'est pas une entrée ou une sortie de trésorerie. Donc, on ne peut pas juste faire, je prends la clôture, moins l'ouverture, et hop, ça m'alimente mon flux de trésorerie. Non, ça ne marche pas. C'est souvent un raccourci qui est fait, mais c'est pas bon, parce qu'il faut enlever tous les flux entre l'ouverture et la clôture qui ne sont que des flux de reclassement de poste à poste et qui donc n'ont pas généré d'entrée ou de sortie de trésorerie. Sur les flux liés aux activités d'investissement, donc là, on retrouvera les acquisitions et les cessions d'IMO. Attention, petite nuance, on ne peut pas non plus la faire juste clôture moins ouverture moins éventuellement reclassement, parce qu'il peut y avoir des acquisitions ou des cessions de créances qui n'ont pas généré directement d'entrée ou de sortie de trésorerie, parce que c'est resté au bilan, c'est pas encore décaissé ou encaissé, c'est resté en créance ou dette sur acquisition. Donc les acquisitions ou cessions d'IMO sont présentées nettes de ce qui reste au bilan de créances et dettes sur acquisition. Et dans cette catégorie-là d'activités liées aux investissements, on retrouve aussi les incidences de variation de périmètre, où j'expliquerai tout à l'heure tout ce qui est variation de périmètre qui doit se retrouver là au moment, à la date de cette variation de périmètre. Et puis les flux liés aux activités de financement. Donc là, on retrouve tout ce qui est lié au capital et au financement, donc aux emprunts. Donc on retrouvera les augmentations de capital en cash et les emprunts en cash, soit des rentrées d'argent parce qu'on a contracté un emprunt, soit du décash, de sortie de trésorerie parce qu'on a remboursé l'emprunt. On retrouve donc dans le flux de financement aussi, pour info, les subventions d'investissement. Alors, comme le tableau de flux de trésorerie, c'est quand même un tableau qui est fait à la toute fin de la conso, tous les flux qu'on prend sont évidemment après donc intégration, remontée des données statutaires, après élimination d'interco et après retraitement de consolidation. C'est vraiment un tableau de bouclage de trésorerie et qui est à faire à la fin. Parce que imaginons que vous ayez des ajustements remontés par les CAC à la fin, il faut prendre en compte, donc c'est vraiment à la toute fin du process de conso. Point d'attention, quelques petits sujets d'attention parce que on a souvent des questions, donc on s'est dit que c'était intéressant de vous faire un retour d'expérience. La variation de BFR, elle est présentée en valeur nette. Il y a quelques sociétés, quelques groupes qui ne le font pas, mais c'est quand même notre recommandation de présenter le BFR en valeur nette. Autre sujet, le crédit bail. Donc on a dit que c'était après retraitement, oui, mais attention, tous les retraitements ne génèrent pas des flux de trésorerie. Le crédit bail, rappelez-vous, quand on l'a expliqué, on crée une IMO en face d'un emprunt, mais cette création-là, elle est fictive. C'est juste pour faire apparaître au bilan l'actif qu'on utilise et du coup l'emprunt qui a servi à financer cet actif. Mais en vrai, il n'y a pas eu de sortie ou d'entrée de trésorerie. Donc on ne fait pas apparaître à date de contrat, quand on a contractualisé le crédit bail, on ne fait pas apparaître une sortie de cash pour l'IMO et une rentrée de cash pour l'emprunt. Par contre, à chaque fois qu'on paye la redevance, on a bien une sortie de cash. Donc l'élimination de redevance, elle est remplacée, elle est compensée
par un remboursement d'emprunt et une constatation de charges financières. Et ça rentre dans le tableau de flux de trésorerie. Petit focus donc sur les incidences de variation de périmètre dont je parlais dans le slide précédent. Donc, c'est vraiment à date d'entrée ou de sortie de l'entité qui est concernée par la variation de périmètre. On constate, donc quand c'est une entrée, le prix qui a été payé, qui a été sorti, la trésorerie qui a été sortie pour acheter l'entité concernée, contrepartie en moins ou en plus la trésorerie qui rentre de cette entité-là. Et à contrario, quand c'est une société qui sort, on constate le prix de cession, mais on sort aussi la trésorerie qui était dans cette entité qui sort. Donc ça, c'est à date d'entrée ou de sortie de périmètre. Avant la sortie, tout ce qui est flux entre la date d'ouverture et la sortie vient alimenter chaque rubrique du TFT de l'activité de financement et d'investissement de l'entité concernée. Et de la même façon, quand c'est une sortie de périmètre, à date de sortie, c'est incidence de variation de périmètre, mais entre la sortie, enfin l'ouverture et la sortie, on constate dans les flux de TFT tout ce qui se rapproche à l'entité concernée. Pour les sociétés étrangères, on convertit au cours du jour des opérations. Donc ça, c'est la théorie, mais dans la vraie vie, en fait, on utilise le taux moyen de l'année. Et tout ce qui est impact du taux de change vient alimenter une ligne qui s'appelle incidence de la variation du cours de change, et donc qui est en bas du tableau de flux de trésorerie. Voilà pour les points d'attention. On vous présente ici donc un modèle de tableau de flux de trésorerie en méthode indirecte à partir du résultat net des entités intégrées. Donc, vous voyez, on part du résultat net des sociétés intégrées, on enlève tout ce qui est chargé produit qui n'a pas d'incidence sur la trésorerie, qui n'est pas lié à l'activité, donc tout ce qui est calculé, les dotations amortissements, les impôts différés, enfin la variation des impôts différés, les plus ou moins values de cession nettes d'impôts, on arrive à la marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées. On retraite aussi les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence. Alors, je disais tout à l'heure, les sociétés mises en équivalence, on ne les prend pas parce que leur bilan ne remonte pas dans la construction du tableau de flux de trésorerie. Néanmoins, quand ces sociétés qui sont mises en équivalence versent des dividendes à une autre société du groupe, le groupe, au final, dans son périmètre, reçoit bien du cash. Et donc, on doit bien justifier cette entrée de cash qui vient des sociétés mises en équivalence. Ensuite, les variations du besoin en fonds de roulement. Et tout ça nous donne des flux liés à l'activité. Et donc, encore une fois, variation du BFR net des dotations. Autre présentation à partir du résultat d'exploitation des sociétés intégrées. Donc, on part encore une fois du résultat d'exploitation. On enlève les charges et produits d'exploitation qui n'ont pas d'incidence sur la trésorerie, notamment les DAP. On arrive au résultat brut d'exploitation, auquel on retraite aussi la variation du BFR, toujours net des DAP. Et donc, on arrive à l'exploitation. Et ensuite, pour rejoindre le résultat des sociétés intégrées de la présentation du tableau d'avant, on enlève tout ce qui n'est pas d'exploitation, mais qui se retrouve dans le résultat des sociétés intégrées. Donc, le financier, les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, les IS, et l'exceptionnel. Tout ce qui est autre, mais le autre, comme disait tout à l'heure Fadia dans la colonne autre, c'est pas un fourre-tout, il faut quand même pouvoir l'expliquer. Voilà, donc là c'était la partie exploitation. Je n'ai pas présenté après investissement au financement, mais ça vous avez le modèle un peu partout où vous cherchez. Alors là, il y a deux modèles de départ du tableau de flux de trésorerie. Celui-ci, celui qui est actuellement à l'écran, on le voit quasiment jamais, c'est vraiment l'autre, le précédent, celui-ci, qui est le plus courant, le plus utilisé et je trouve le plus compréhensible. Voilà, donc là c'était des présentations du tableau de flux de trésorerie. Maintenant, dans l'analyse du tableau de flux de trésorerie, parce que pour nous c'est vraiment un élément un tableau qui permet de comprendre ce qui s'est passé dans l'année, qui a généré ou qui a consommé du cash. Donc c'est à travers cette analyse, ce tableau, qu'on peut vraiment analyser ce qui génère de la valeur et de ce qui en consomme. Et donc on voit les flux d'exploitation.
Les flux positifs d'exploitation qui sont donc diminués de la rémunération des apporteurs de fonds, qui doivent permettre le remboursement des emprunts. Donc, quand on dit ça, on a fait le tour de la roue, là. Et pour permettre le financement, il faut que l'entreprise fasse appel à des fonds. Alors, soit des fonds d'emprunt, hein, soit des fonds, on fait réappel de nouveau aux actionnaires pour qu'ils remettent un peu au pot. Et ces investissements qui doivent progressivement, pour que ça fonctionne et qu'ils soient rentables, générer des flux de trésorerie liés à l'exploitation et donc des flux de trésorerie, enfin des flux d'exploitation positifs. Donc c'est un cercle vertueux. Une fois que l'entreprise ou le groupe, parce que là en l'occurrence on parle du TFT Group, rentre dans son cercle vertueux, on se dit que on est dans la bonne dynamique et que ça génère de la trésorerie pour contenter et rembourser les emprunts et contenter les actionnaires et pouvoir réinvestir dans le parc d'actifs. Voilà, tout ça pour générer toujours plus de trésorerie. Voilà pour notre présentation de ce webinaire. On conclut, pour rappel, sur notre offre consolidation. Donc, notre offre consolidation, c'est qu'on peut vous accompagner dans l'externalisation de la production des comptes consolidés, quel que soit votre besoin, en fait, hein, et on peut mettre le curseur là où vous le souhaitez, donc qui fait quoi dans l'externalisation. Est-ce qu'on en fait un bout, tout ou pas du tout, enfin, ou qu'à la fin en revue. On peut faire, je vais vers la droite, l'appui technique à la formation, parce que PKF est certifié Calliope, organisme de formation, via notre entité PKF Academy, qui permet une prise en charge possible par votre OPCO. On peut faire des formations soit outils, soit techniques, soit vraiment à la carte. On met en place des outils de reporting et de pilotage de conso, enfin liés à des indicateurs consolidés, qui peuvent vous permettre de prendre vos décisions stratégiques plus facilement. On peut vous aider à l'audit de comptes consolidés, donc soit un pré-audit, soit vous aider à expliquer vos comptes consolidés, si vous avez à l'expliquer vis-à-vis des tiers. Le tableau de flux de trésorerie, donc là on vient d'en parler, c'est tout frais, pour comprendre mieux ce qu'il veut dire et derrière vous proposer des pistes d'amélioration de votre BFR. Si je continue vers la gauche, donc IFRS, diagnostic, transition IFRS, étude de normes, ou passage vraiment IFRS. Du renfort opérationnel quand vous avez besoin soit en cas de surcroît d'activité, soit vous avez un remplacement à combler dans votre équipe. On peut venir au sein de votre équipe et vous aider à produire votre conso pour respecter vos délais. Et implémentation d'outils, donc avec le contexte de changement d'outils qui se précise, vous aider au choix à l'outil, faire votre prise d'historique, faire vos paramétrages d'état spécifiques si besoin. Voilà. Et puis Fadia a une corde complémentaire à son arc. Oui, effectivement, en fait, comme je vous l'avais dit au début, je suis coach certifié RNCP, coach professionnel certifié, et accrédité aussi au modèle de Process Communication. Donc, l'idée, c'est de pouvoir former vos équipes financières pour une communication constructive et durable, c'est-à-dire fédérer toutes les personnes à un projet commun, faire évoluer les choses et bien sûr motiver les troupes, hein, comme on dit, pour justement garder un esprit d'équipe au travers d'une intelligence collective, collaborative et donc qui permet aussi voilà, animer un coaching collectif avec cette notion de co-développement et d'intelligence collective pour aboutir à un projet réussi et à forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Voilà. Donc, Donc, c'est le moment des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez nous les adresser sur le chat ou alors lever la main et puis on tâchera de répondre à votre question. N'hésitez pas, c'est le moment. Soit sur ce webinaire-là, soit sur d'autres. Alors, je vais débloquer le micro. Vous avez alors, la parole. oui, Ah non. Doua, vous avez la parole, vous avez levé la main. Alors, attends, j'ai pas autorisé le micro. Votre micro est coupé par contre, de votre côté.
Alors, on ne vous entend pas, Doua. Alors, nous avons une question dans le chat aussi de Inès qui nous demande où est-ce qu'on pourrait avoir accès, pardon, accès au webinaire précédent. Alors, ils sont sur notre chaîne YouTube, Voilà. PKF Arcelon, sur notre chaîne YouTube, ou alors sur notre site, dès que là, la vidéo sera terminée et un peu de temps de maintenance, ça sera accessible sur notre site PKF Arcelon. Tous les webinaires qu'on a fait avec Fadia jusqu'à présent. Et Doua, votre micro est encore coupé, mais c'est chez vous, c'est pas chez nous. On peut pas vous le débloquer. Alors, peut-être que Doua, vous pouvez poser la question parce que là, j'ai essayé de débloquer, peut-être de prendre la parole. Non, là, il est bloqué. Moi, je fais autoriser, mais il est coupé chez elle. Ouais. Alors, une autre question. Ah ben oui. voilà, c'est Doua. Donc, L'écart de concernant l'écart de conversion. conversion, voilà, selon les normes françaises. D'habitude, j'utilise le taux moyen pour le compte de résultat et le taux de fin de période pour le bilan. Est-ce que c'est conforme aux normes françaises? Oui, enfin, alors, je vous réponds, et bien sûr, Claire, hein, si tu as un complément. Oui, Voilà, donc oui, effectivement, on a le taux moyen pour le compte de résultat et pas que, c'est-à-dire que le taux moyen, on l'utilise en fait pour tous les flux de l'exercice et le compte de résultat est un flux de l'exercice. Donc effectivement, c'est le taux moyen et le taux de clôture, c'est pour le flux de clôture. Pour la situation nette, c'est un peu différent parce qu'on utilise aussi le taux historique pour la remise à valeur historique et pour certains éléments de la situation nette. Et du coup, voilà, donc ça, c'est important, mais ça, c'est la méthode du taux de clôture. Et nous avons aussi une autre méthode, mais qu'on ne voit jamais. Enfin, moi, en tout cas, dans mes, en 20 ans d'expérience, je n'ai utilisé que la méthode du taux de clôture que je viens de vous exposer. oui. Voilà. Après, si on a une monnaie locale qui est différente de la monnaie utilisée par la conso, euh, il faut utiliser la méthode qui s'appelle la méthode du cours historique. Donc, il faut déjà passer de la méthode de monnaie locale, enfin de la monnaie locale à la monnaie de fonctionnement, et ensuite de la monnaie de fonctionnement à la monnaie de consolidation. Donc ça, bon, moi je l'ai vu 2 fois, hein, donc c'est pas non, enfin, c'est vraiment pas courant. Et donc c'est d'abord méthode du cours historique, oui, c'est ça, du cours historique. Et là, en fait, autant le cours de clôture on traite l'écart entre le compte de résultat et le bilan, parce que forcément, le résultat au bilan, il est au taux moyen et le taux de clôture est utilisé pour les autres postes de bilan. Donc, le différentiel vient alimenter les réserves de conversion. Autant pour la méthode du cours historique, la différence, elle n'est pas en réserve de conversion, elle est au compte de résultat dans les produits et charges financiers en fonction du décalage qu'on a entre le cours historique et le cours de clôture. Est-ce que ça répond à votre question, Doua? Très bien, Ok. merci. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Pas de En tout cas, questions? n'hésitez pas. Si vous avez d'autres Ouais. questions, vous pouvez nous envoyer des mails. Nous ferons un plaisir de vous y répondre. Voilà, vous avez nos coordonnées sur les slides de présentation que vous allez recevoir. Le prochain sujet, c'est les annexes conso, les états financiers, les annexes consolidées qu'on présentera avec Fadia le 2 juillet. Donc, on vous donne rendez-vous le 2 juillet et ça sera du coup notre dernier webinaire. Et on se fera un plaisir de vous y retrouver. Donc, Très n'hésitez bien. pas, si vous avez des questions, encore une fois, à nous les adresser par mail. Merci beaucoup pour votre attention Merci. et au 2 juillet, du coup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.